Bonjour mes chers étudiants, donc là la suite du cours sur les questions relatives à la politique financière de l'entreprise. Donc on aura 5 points aujourd'hui. Enfin d'abord je vais en développer 4 dans cette vidéo et puis j'aurai une autre vidéo sur, sur le dernier parce que ça va être trop long sinon. Donc le premier c'est la question de l'incidence fiscale avec la politique financière. Ensuite je parlerai de politique des dividendes. Je parlerai ensuite de politique des dividendes avec l'impact de la fiscalité. Et enfin, les deux derniers points, donc dans cette vidéo, la question du contrôle, et dans une autre vidéo, la sélection des dirigeants, qui sont des points afférents. Alors la première question dans la politique financière, c'est le problème de l'incidence fiscale. Donc Miller en 77 a montré que la taxation des apporteurs de fonds, qu'ils soient emprunteurs, qu'ils soient prêteurs ou apporteur de capitaux propres, vient annuler l'effet de l'avantage apporté par la déductibilité des intérêts sur le résultat de l'entreprise. En clair, l'économie d'impôt sur l'impôt sur les sociétés est annulée par la fiscalité des apporteurs de fonds. Alors. Et donc, les effets de l'impôt sur les apporteurs de fonds sont de deux types. Donc, premier type, vous avez une augmentation du coût du financement d'entreprise. Par définition, quand vous taxez, ça augmente les coûts. Et ça, en même temps, ça baisse la rémunération des apporteurs de fonds. Et donc ça provoque une distorsion fiscale sur la prise de risque. En clair, si tu échoues, t'es ruiné, et si tu réussis, t'es taxé. Et donc ça renforce l'aversion pour le risque. Voilà le problème majeur que provoque la taxation des, notamment des fonds propres. Ça réduit l'envie d'entreprendre. Mon deuxième point maintenant concerne la politique de dividendes. Alors vous avez un passage dans le Poli à ce propos, et pour moi, l'une des meilleures présentations de la politique de dividendes a été faite dans le chapitre consacré à ce thème, dans le bouquin de théorie financière de Roger Cobot, chez Economica. Donc si ça vous intéresse, vous allez lire ça et vous serez impeccable. Alors, on va d'abord commencer par un monde sans impôts. La politique de dividendes est consacrée comme, enfin est considérée comme neutre, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de créer de la richesse pour des actionnaires. La rémunération des actionnaires peut se faire de deux manières, par une augmentation du cours de l'action ou par une distribution des dividendes. Ainsi, une entreprise comme Apple n'a, pendant presque 40 ans, jamais distribué de dividendes. Seule la hausse du cours, à partir notamment de 1998, parce qu'avant c'était un peu chaotique, a enrichi les actionnaires. Ce que montre la théorie financière, c'est que dans un monde sans impôts, il y a équivalence pour les actionnaires entre la distribution de dividendes et la non-distribution. En cas de mise en réserve des bénéfices, l'augmentation du cours de l'action correspondra exactement au montant qu'ils auraient touché via les dividendes. Alors en pratique, la politique de dividendes, il existe une littérature qui montre que les entreprises ont tendance à lisser leur distribution de dividendes, indépendamment de la conjoncture. C'est-à-dire qu'elles distribuent à peu près le même montant de dividendes, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Et c'est le même montant, c'est de 0 à quelque chose, quelle que soit la conjoncture. Il s'agit principalement de s'assurer de la fidélité de sa clientèle d'apporteurs de fonds, et d'envoyer un signal au marché. La politique de dividende a un rôle de signal informationnel, et le choix de la stabilité rassure. Et il existe une différence d'information entre les dirigeants et les actionnaires, ça je vous apprends rien, et le débat sur les dividendes au sein de la firme est l'occasion de réduire cette asymétrie d'information. Ça permet aux actionnaires d'avoir plus d'informations sur ce que font les dirigeants. La neutralité de la politique des dividendes sur la richesse des actionnaires peut être remise en cause par la présence d'une fiscalité qui taxerait différemment les plus-values et les revenus de dividendes. Mais aussi l'aspect informationnel de la politique de dividendes a une incidence sur les modalités de contrôle des actionnaires sur les dirigeants. Et donc c'est ces deux points qui font que c'est pas totalement neutre, que nous allons voir maintenant successivement. C'est mon troisième point maintenant, c'est donc la politique des dividendes et l'impact de la fiscalité. Alors, je vais vous présenter les aspects généraux de l'impact de la fiscalité, et ensuite je vous présenterai l'effet de clientèle qui est développé dans le Poli.
Alors les effets généraux, donc je vous rappelle que donc, le résultat de Miller de 77, c'est que l'avantage lié à l'économie d'impôt sur l'impôt sur les sociétés est annulé par la taxation des revenus financiers. Cependant, la fiscalité peut provoquer d'autres distorsions. D'abord, il y a la réduction de l'appétence pour le risque, hein, donc taxation des plus-values et des dividendes, qui sont la rémunération de la prise de risque, cela réduit l'intérêt de la prise de risque. La taxation des fonds propres et de leur rémunération réduit l'intérêt du financement en fonds propres, ce qui réduit la part des fonds propres dans le total de bilan et fragilise les entreprises sur le plan financier. Une entreprise avec peu de fonds propres est beaucoup plus fragile et est susceptible de faire faillite en cas de conjoncture défavorable. Vous avez aussi des problèmes de distorsion entre les plus-values et les dividendes. La fiscalité n'est pas toujours cohérente, on peut avoir des situations où les plus-values sont plus ou moins taxées que les dividendes. Cela conduit à des aberrations, des situations où on va privilégier, pour des raisons purement fiscales, un mode de rémunération des actionnaires. Nous verrons plus loin que les plus-values et les dividendes n'ont pas exactement les mêmes effets en matière de contrôle de l'entreprise. Donc ça peut être des différences de taxation, ça peut conduire à une situation sous-optimale. En résumé, hein, c'est comme pour le marché de la tomate, une taxation réduit les quantités échangées. Cela se traduit par une diminution du bien-être social, car la partie qui n'est plus échangée à cause de la taxe disparaît. Donc les producteurs offrent moins, les acheteurs achètent moins que la situation sans taxe. Seule une partie, et pas l'intégralité, est récupérée sous la forme d'un transfert vers l'État. Plus la demande est élastique hein, et au prix, et plus l'assiette fiscale diminuera. Alors ça c'est un point, c'est important. En fonction de la forme de la demande, vous n'avez pas forcément le même résultat, ou le même effet sur la disparition du marché. Et ici, avec le risque, c'est la même chose, et c'est la rémunération du risque. Plus on taxe la rémunération du risque, et plus on réduit l'intérêt de la prise de risque. La conséquence, c'est qu'au motif de taxer les riches, hein, on place l'économie sur une trajectoire de stagnation avec une préférence pour la rente. Et les situations acquises. Une situation qui laisserait les gens prendre des risques et éventuellement s'enrichir renforcerait l'émergence de nouveaux concurrents. Taxer les riches conduit en fait à figer les situations acquises, à favoriser les rentes et à réduire la concurrence. Moi, mon idéal personnel n'est pas de réduire les riches à la pauvreté, mais de permettre aux pauvres de devenir riches. Et seule une fiscalité favorable à la prise de risque et à l'accumulation du capital est en mesure de réaliser ça. Alors, ensuite, il y a un effet particulier, ce sont les effets de clientèle. L'incidence de la fiscalité peut être telle que dans certaines situations, la distribution de dividendes peut, à cause de la fiscalité, détruire de la valeur. L'entreprise distribue des dividendes pour enrichir l'actionnaire, mais si cette distribution conduit à ce que l'actionnaire paye plus d'impôts, cela la rend inintéressante. Donc c'est par exemple le cas de Xavier Niel, qui se vante de ne pas se verser de dividendes, en fait parce qu'il n'y a pas intérêt. En revanche, Orange, qui a plein de petits actionnaires, peu imposés, a intérêt à leur distribuer des dividendes. L'effet de clientèle désigne ce fait. En fonction de la fiscalité personnelle des actionnaires, vous avez plus ou moins intérêt à verser des dividendes. En règle générale, les actionnaires dirigeants très riches, comme Xavier Niel ou Jeff Bezos, n'ont pas intérêt à se verser des dividendes. Mais quand vous avez beaucoup de petits actionnaires, faiblement imposés, les dividendes peuvent créer de la richesse. Donc l'effet de clientèle peut faire apparaître une divergence d'intérêt entre les différents actionnaires. Ainsi, après une augmentation de capital ou une ouverture du capital au public, on peut avoir deux types d'actionnaires. Les petits individuels qui viennent de rentrer, et puis un gros historique qui était propriétaire, comme Xavier Niel, si vous voulez. Dans ce cas-là, il se peut que pour fidéliser les petits, on doive mettre en œuvre une politique de dividendes qui appauvrisse le gros et enrichisse les petits. Vous avez dans le poli tous les détails et une application pour mesurer le niveau d'imposition à partir duquel il ne faut plus verser de dividendes. Voilà, un exemple intéressant là-dessus sur, même s'il est daté, les choses n'ont pas changé.
Ensuite, vous avez la question du contrôle, hein, qui est mon quatrième point, normalement, voilà. Alors, sur ces questions, hein, vous avez l'excellent livre qui est derrière moi avec la feuille, là, qui s'appelle Voyage initiatique au cœur de la théorie des organisations, le chapitre que j'ai écrit totalement consacré à cette question du contrôle dans les entreprises, avec plus de choses. Mais, ouais. Puis vous pouvez lire Demsetz, ses articles, ses livres, en particulier celui sur les qui a été traduit en français sur les 7 commentaires de la firme. En anglais, c'est Seven Comments on Business Firm. Ça, c'est vraiment très bien pensé. C'est vraiment, c'est intelligent. Il n'y a pas de maths, c'est lisible. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça mérite d'être lu. Vous n'avez rien à faire en ce moment. Restez chez nous, donc cultivez-vous. Donc sur le plan du contrôle, la politique des dividendes n'est pas neutre. Hein. Pour les actionnaires comme pour les dirigeants, distribuer ou non n'est pas équivalent. Hein. Si on fait abstraction de la fiscalité pour simplifier, les dirigeants préfèrent ne pas distribuer parce qu'ils préfèrent garder l'argent, et les actionnaires, eux, préfèrent toucher les dividendes. Sans distribution, les dirigeants n'ont pas d'effort à faire pour informer les actionnaires sur la politique d'investissement qui va venir. Avec la distribution, les dirigeants doivent convoquer ensuite une assemblée en vue d'augmenter le capital afin de financer les investissements. Cela change tout, et il faut expliquer aux actionnaires pourquoi on a besoin d'argent. Donc la politique de dividende permet aux actionnaires d'avoir une meilleure information sur les dirigeants et de réduire l'aspect discrétionnaire sur les politiques d'investissement. Le contrôle des actionnaires est ainsi mieux informé et ça conduit aussi à réfléchir à la sélection des dirigeants. Alors, j'aborderai dans une prochaine vidéo la question de la sélection des dirigeants, parce que je pense que cette vidéo est déjà trop longue. Alors, à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Merci de votre attention.